sur scène, t'avais des gens que moi, il y a 10 ans de ça, je lisais, donc j'étais ultra fan. Il y avait Karine Giebel, il y avait Michel Bussy, Claire Favin. Et moi, je me trouve, moi, à devoir aller sur scène avec eux pour qu'ils me donnent un prix. Mais je me disais, mais attends, on est dans un multiverse là, et c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et j'avais rien préparé. Je suis arrivée, mais en me disant, et sur le coup, sur scène, je dis, mais je vais leur dire quoi? Ligne rouge, c'est l'histoire de Nils, qui est un sapeur-pompier bordelais, qui doit revenir dans les Landes, donc dans la maison de sa grand-mère où il a passé une partie de son enfance et de sa jeunesse, durant les vacances, etc. Enfin, il y était énormément. Sa grand-mère l'a en partie élevé. Et donc, elle décède parce qu'elle était âgée, etc. Donc, il doit revenir dans sa maison pour la vider afin de la vendre. Et lorsqu'il arrive sur place, en fait, je ne sais pas si on peut dire à sa grande surprise, parce que c'est même plus qu'une surprise finalement, il découvre une pièce secrète dont il n'avait absolument pas connaissance, qui est cachée derrière une espèce d'armoire. Lui, il vit de tout et il la découvre complètement par hasard. Et cette pièce a été entièrement tapissée, repeinte, tout ce que tu veux, de menaces à son encontre. Donc, il y a à la fois des choses qui ont été peintes sur le mur, à la fois des photos de lui, des coupures de presse, voilà. Donc, c'est très explicite et comprend tout de suite qu'il y a un problème et que quelqu'un lui en veut. Et plus que lui en veut finalement. Le menace directement. Parallèlement à ça, moi j'aime bien en fait dans tous mes romans, il y a toujours deux personnages. Sont des romans, voilà, c'est un roman choral où on retrouve deux personnages en alternance de façon assez je sais pas si c'est 50-50, mais bon voilà. Enfin finalement il y a deux personnages, donc parallèlement à ça, on fait la rencontre de Jennifer, qui est, elle, son amie d'enfance, qu'il a perdu de vue pour diverses raisons. Déjà parce que la vie, parce que chacun a pris des chemins différents, et puis parce qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose entre eux qui a fait que ils ne se sont plus parlé. Voilà. Jennifer est devenue, elle est pâtissière, et elle est devenue un peu, malgré elle, une star des réseaux, puisque à un moment donné, elle a un fils qui a 17 ans, qui s'appelle Louis, et qui trouvait que sa maman se débrouillait plutôt pas mal. Et puis il a dit, tu sais, il y a un truc à faire, est-ce que tu devrais ouvrir une chaîne YouTube, TikTok, ce que tu veux, et montrer ce que tu sais faire sous forme de vidéo. Et ça a marché tout de suite. Donc, elle a toujours sa petite pâtisserie à Seignos, dans les Landes, et elle est surtout très connue en tant que pâtissière sur les réseaux sociaux. Donc Jennifer reçoit au même moment en fait que Nils découvre cette pièce-là, Jennifer reçoit un message assez explicite d'un certain Ligne rouge qui la menace directement en fait. Et donc, ils vont pas avoir d'autre choix, puisqu'ils vont se rendre compte que tout est lié. Et ils vont pas avoir d'autre choix que de s'allier tous les deux pour essayer en fait, tout simplement de survivre. Voilà le pitch de Ligne rouge. D'où est partie cette idée de l'intrigue de Ligne rouge? À quel moment tu l'as eue? Alors, l'intrigue de Ligne rouge, elle est venue plutôt... en fait, j'avais à cœur de... Mes romans se passent plutôt au 19 River Street. Tu vois, on était aux États-Unis, on était à Seattle. Et j'avais envie de recentrer, de faire quelque chose qui se situerait dans le sud-ouest. Je me suis dit, bon, tu vis à Agen, ça ne vend pas du rêve. Donc, je vais plutôt l'amener ailleurs. Et moi, je connais très bien Seignos, j'y passe mes vacances depuis longtemps. Je me suis dit qu'il y avait un truc à faire, tu vois. Je me suis dit, tiens, attends, on pourrait inventer quelque chose qui se situe à la plage, avec une ambiance. Alors, j'aime bien, tu vois, autant le Disparu Nantucket que l'Ombre du lac, c'était vraiment comme on appelle aux États-Unis, des cozy mystery, tu vois. Moi,
J'aime beaucoup tout ce que fait Agatha Christie ou des choses très les huis clos. Et là, je me disais, tiens, attends, on va partir dans les Landes et on va faire quelque chose qui se situe là-bas tout simplement. Et puis aussi, je voulais traiter du thème du secret. Pour moi, c'était important parce que je considère en fait qu'on cache tous des choses et que voilà, je me suis dit, tiens, on va aller dans le secret, mais le secret, pas le secret de base, le secret bien dark. Et voilà, donc j'ai mélangé tout ça. Et puis après, c'est parti tout seul, quoi. Tout à l'heure, tu disais que tu étais partie donc sur un roman choral. Est-ce que c'est un choix de ta part ou est-ce que c'est dans ta manière d'écrire, ça t'est venu, on va dire, de manière naturelle? Comment tu orchestres un petit peu? Est-ce que tu as un plan? Comment tu fais dans ta composition? Comment tu construis ton roman? Alors en fait, j'ai toujours fait ça, si tu veux. J'ai l'impression que je ne saurais pas écrire autrement. Parce que c'est parti depuis Le Disparu Nantucket où il fallait à la fois qu'intervienne donc la femme, Alix, la femme du disparu, et mon flic qui s'appelait Maxime, qui était très très lié à cette histoire. Et je me disais, si je fais en sorte que qu'il n'y ait qu'un narrateur, donc si je choisis Alix, comment je fais pour que Maxime ait sa voix, mais de manière... enfin, je voulais vraiment qu'il soit aussi le héros. Mais alors, j'étais très embêtée parce que je voulais que ce soit Alix et Maxime. Donc, j'ai dit, écoute, je vais prendre les deux. Donc, on va alterner. On aura à chaque fois leur point de vue. Et puis, j'ai trouvé que c'était assez dynamique, finalement. Et tu sais, d'alterner comme ça, Alix, Maxime. Et puis, j'ai fait ça tout le long dans Le Disparu Nantucket. Et puis après, je me suis dit, tiens, ça n'a pas trop mal plu. Je vais continuer comme ça et ça sera un peu ma marque de fabrique. Voilà. Et après, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, est-ce que je fais des plans? Oui, je fais des plans, évidemment, parce que, tu sais, dans le polar, et Fred sera d'accord avec moi, dans le polar et le thriller, tu es obligé, tu vois, tu peux pas partir à l'aventure et te dire, on verra ce qui se passe. Non, non, non. Donc, forcément, en fait, tu as un début, tu as une fin. Et puis, il faut que tout se relie, il faut que tout soit très cohérent, il faut que... Attends, j'ai un truc qui s'affiche sur mon ordi, voilà, c'est bon. Il faut que tout soit très cohérent, il faut retomber sur ses pattes. Donc, forcément, il faut avoir une ligne directive et s'y tenir. Mais après, on se laisse... Tout ce qui se passe au milieu, j'ai envie de te dire qu'on se laisse porter par nos personnages et c'est eux qui me guident après. Voilà. Alors moi, ce que j'adore, c'est créer des personnages qui sont aux antipodes de moi. C'est-à-dire, peut-être ce que j'aurais aimé être, j'aurais adoré savoir cuisiner et pâtisser, mais c'est pas mon cas. Et tu sais, c'est peut-être, je sais pas, fantasme ou un truc comme ça. Mais donc non, j'aime bien qu'il soit le plus éloigné de moi possible. Donc Jennifer, en fait, pour Jennifer, le truc, c'est qu'il fallait absolument pour mon histoire qu'elle soit star sur les réseaux. Étant donné qu'elle a une quarantaine d'années, j'allais pas en faire une espèce d'influenceuse ou je sais pas quoi. Et je me suis dit, tiens, moi j'aime bien, parce que comme je suis nulle, j'aime bien regarder des tutos, tu sais, pour cuisiner. Donc je regarde sur TikTok, là, les vidéos. Et oui, parce que comme ça, tu sais, c'est ludique, ça t'apprend, et puis je mets pause, et puis voilà. Bref. Et je me suis dit, tiens, ça serait sympa, je vais en faire une pâtissière. Donc voilà, Jennifer, elle est devenue pâtissière, et puis ça s'est passé comme ça. Ensuite, le pompier, je connais plus ou moins, parce que tu vois, ça fait un peu partie de ma vie. Mon père était pompier et tout. Mais c'était surtout un prétexte finalement parce que au départ j'aurais aimé qu'il soit flic, mais ça faisait trop de flics, et puis dans le polar trop de flics tue le flic, comme on en parlait tout à l'heure sur les disparitions, et parce que je voulais absolument quelqu'un qui ait à traiter un stress post-traumatique par rapport à son métier,
par rapport à des choses assez violentes qu'il a vécues, etc. Et les pompiers, on était pas trop mal dedans, parce qu'ils voient des choses qui sont pas très très sympas. Voilà. Est-ce que tu as fait des recherches, du coup, en pâtisserie ou est-ce que tu t'es juste, comment dire, tu as juste utilisé tes tutos ou est-ce que tu connais quelqu'un peut-être dans ton entourage qui t'a aidé Non, à faire que ton je fais personnage… beaucoup de recherches parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire dans un livre que l'inexactitude. Donc, effectivement, je recherche beaucoup et j'embête beaucoup les gens. C'est-à-dire que les gens que je connais qui ont un minimum de savoir, voire un maximum de savoir dans le domaine que je vais traiter, je les harcèle. Ouais, je leur pose beaucoup de… Après, ils sont toujours très sympas, ils comprennent, mais je questionne beaucoup. Et tant que je ne suis pas très calée dans le si tu veux, tant que je suis pas très calée dans le sujet, j'arrête pas. Je me suis hyper renseignée sur les tartes au citron, sur voilà, je savais, même si finalement, tu vois, tu l'utilises pas forcément dans ton roman, ça te permet en fait d'être immergé, d'être dedans et de te mettre dans la peau de ton personnage. Donc oui, je me renseigne beaucoup, je me déplace beaucoup, je pose beaucoup de questions, je suis très chiante pendant la préparation du roman, oui. Tu disais, tu fais des recherches, tu te mets à la place, c'est ça qui est amusant aussi quand on écrit. Est-ce qu'il y a un personnage dont tu n'aimerais pas à la place? Quelqu'un pour qui tu n'aimerais pas faire des recherches, un métier qui te fait peur, ou un personnage que tu n'aimerais pas être en réalité ou incarner quand tu écris? Est-ce qu'il y en a un qui te fait peur ou que tu n'aimerais pas? Je serais pas très fan d'être un médecin légiste. Hein. Ouais. C'est particulier pour un écrivain de thriller, mais les cadavres, bon, s'ils peuvent rester où ils sont, ça me va. Ça reste au frigo, comme les pâtisseries finalement, c'est logique. Ouais, voilà. Ouais, je pense que vous trouverez jamais de médecin légiste dans mon… Ou alors il intervient, tu sais, genre pour donner son avis, mais t'as pas besoin de plus, quoi, voilà. Ça sera jamais un héros de mon roman. Non. Ouais, je suis pas très fan. Louis, le fils de Jennifer, qui est un vrai petit geek, qui est hyper attachant aussi et assez drôle. Et on a Slimane, qui est le meilleur ami, effectivement, de Nils. Ouais. Et on leur donne envie à ces personnages secondaires. Et qu'est-ce que tu as voulu qu'ils apportent à ton intrigue? Et pareil, j'ai envie de dire quelles ont été un petit peu tes sources, notamment partie geek. Voilà. Est-ce que tu as fait appel à quelqu'un, un joker justement que tu connais? Alors les personnages secondaires, en fait, si tu veux, je trouve que souvent, quand je commence à écrire, ben évidemment, tu sais, t'as pas forcément que 2 personnes dans un roman, parce que sinon, ça serait triste à mourir. Évidemment, tu vois, tu les crées, tu les prépares, tu les visualises, etc. Et en fait, souvent, moi, je me fais avoir par mes personnages secondaires parce que la grande majorité du temps, je les adore. Et ils vont même prendre, pour moi, dans mon cœur, la place de mes héros parce que c'est un peu… Mais ça, c'est mon côté… j'adore les outsiders. Donc, et du coup, c'est vrai que, par exemple, dans Ligne Rouge, c'est très, très con, mais mon personnage préféré, c'est Slimane. Alors que c'est pas du tout… et à la base, Slimane, il devait avoir un tout petit rôle, il était là. Alors, Slimane, pour ceux qui savent pas, c'est le meilleur ami de Nils, qui est flic et qui vient lui donner un petit coup de main dans sa grosse galère. Donc Slimane ne devait pas avoir autant de place que celle qu'il a eu finalement dans le roman, mais petit à petit, je me suis dit, en fait, il est super chouette ce gars. Donc non, il va être très important et il va avoir un impact fort dans Ligne Rouge. Il va prendre sa place et j'aime bien ça. Et après, pour Louis, donc Louis qui est le fils de Jennifer qui a 17 ans, donc forcément c'est un ado, un garçon.
je l'ai voulu à l'image des ados de... Moi, j'ai des ados, donc j'ai rien inventé, hein, tu vois, j'ai juste l'expérience. Et donc, je l'ai voulu à la fois hyper attachant et à la fois extrêmement pénible. Il est chiant, quoi. Il donne son avis sur tout, il est ultra protecteur avec sa mère, il fait des conneries, mais j'ai adoré donner vie à Louis. Et qu'est-ce que tu me disais? Oui, pour le geek, le geek, forcément, le geek, il fallait que, en fait, je fais attention à ce que je dis parce que ça spoile pas mal de parler de Louis. Donc, c'est un peu délicat. Mais oui, Louis est un petit génie de l'informatique. Il va beaucoup aider sa mère dans sa quête de découvrir qui est Ligne Rouge. Et c'est vrai que oui, je suis entourée de pas mal de petits geeks et de grands geeks à qui je peux poser certaines questions parce que c'est quand même très technique de pouvoir retrouver une adresse IP, des choses comme ça. Moi, je maîtrise pas. Maintenant, je maîtrise. Mais avant, je maîtrisais pas. Je sais pas si je saurais le refaire, mais en fait, j'ai bien compris. Et oui, les personnages secondaires, ils sont aussi important parce que si tu les enlèves, l'histoire elle est bancale. Beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour aussi dans ton roman. C'est des thèmes qui te sont chers? Bah, c'est pas des thèmes qui me sont chers, ce sont des thèmes, c'est universel quoi. Bon, l'amitié, j'ai envie de te dire qu'elle est, c'est assez récurrent dans tous mes romans. J'avais écrit un roman quand j'ai commencé en blanche qui s'appelait Nous étions merveilleuses. Qui était complètement centré sur l'amitié puisqu'il racontait l'histoire de 5 filles qui se connaissent depuis l'enfance et qui, arrivées à l'âge adulte, se sont jamais quittées, du moins dans le cœur, puisque même si elles se sont quittées physiquement, elles se retrouvent et elles décident 20 ans plus tard de faire le même voyage qu'elles avaient fait adolescentes. Donc c'est vrai que en fait, j'ai l'impression qu'un ami, c'est quelqu'un qui... Bon, moi, mes amis IES sont très, très importantes dans ma vie. Très, très importantes. Ce sont des piliers. Et j'ai l'impression qu'un ami, c'est celui qui reste toujours, quoi. Tu vois, l'amour, ça va, ça vient, en fait. Mais l'ami, il est là. L'ami, quoi qu'il arrive, il est là. Donc, l'amitié, oui, très important. Après, l'amour, c'est universel. Enfin, et puis, je m'en sers beaucoup comme prétexte. Mais j'ai pas envie, en fait, qu'on résume à ça, tu vois. Parce qu'il y a autant... En fait, si tu veux, je trouve que mes personnages, ils sont aussi... autant protagonistes qu'antagonistes, tu vois. Autant ils s'aiment qu'ils se détestent. Donc, ouais, j'essaie de... C'est les montagnes russes chez moi. Ma première rencontre avec Laure, elle a eu lieu l'année dernière. C'était à l'Escargot Noir à Sens. Et je la suivais sur les réseaux. Et elle a fait un petit post en disant « Je vous attends demain et ramenez des Kinder Pingui. » Oh, moi, je me suis dit « Qu'à cela ne tienne. Je vais acheter une boîte de Kinder Pingui. » Donc, je suis partie faire mon petit salon. C'est là aussi, d'ailleurs, où j'ai rencontré Nathalie, Madame du Dimanche. On était en train de papoter tranquillement le temps que tu termines ta dédicace à la précédente lectrice. Et je lui ai offert les Kinder Pingui. Et en fait, depuis, c'est devenu un petit rituel. Donc, dès que je vois Laure, je lui ramène ces petits Kinder Pingui. Et oui. Et alors, je peux ajouter même que si tu veux, à force de partager sur Instagram que Pouchette vient toujours avec ses pingouis. Donc moi, quand je rentre de salon, j'aime bien faire une vidéo, tu vois. Je prends plein de photos. Donc ça, c'est pendant les salons, tu vois. Donc moi, tu dois le connaître, Fred, très bon ami, écrivain Olivier Gallien, qui à chaque fois
se fout de moi parce que je prends des photos tout le temps, de tout et de n'importe quoi, et après je trie. Parce que j'aime bien, quand je rentre de salon, faire un petit montage, une vidéo, et voilà. Et il y a toujours les pingouins. Enfin, il y avait, quand c'est vu, voilà, il y avait les pingouins, machin et tout ça, et c'est revenu plusieurs fois. Donc maintenant, ben, il y a plein de gens, moi je me retrouve à devoir chercher des réfrigérateurs parce que je repars rempli de Kinder Pingui. C'est devenu un truc, tout le monde vient, enfin les gens qui me suivent sur Instagram et qui viennent me voir en salon m'amènent des pingouins. Donc ça ravit mes voisins de salon. C'est important pour toi la rencontre avec les lecteurs, les lectrices et tout ce qu'il y a autour, évidemment. Forcément, c'est important parce que ben, quand tu écris, tu es seul face à ton ordi, tu sais pas ce qui va se passer. Et même en fait, quand le livre sort, tu as des retours, mais c'est à l'écrit, tu n'as pas forcément de contact. Et c'est un métier où on est quand même isolé finalement. Donc les salons, mais c'est une bouffée d'oxygène. Et puis ça fait du bien en fait de s'entendre dire. Tu vois, quand je me dis, quand on travaille en entreprise, on a des collègues qui peuvent, on peut faire un débrief, on peut avoir des clients qui vont nous dire ah ben là c'était bien, c'était super ce que vous avez fait pour moi, machin, etc. Et donc ça c'est hyper important. Et puis en plus ça nous permet de nous améliorer parce que on nous dit ah ben peut-être voilà tel moment c'était super, alors par contre j'ai pas trop compris là, et enfin ça nourrit vraiment. Et puis la rencontre avec les lecteurs, ça permet de faire, je vais répéter le mot, mais ça permet de faire des rencontres comme avec Céline par exemple, où je pense à Fred, à Thibaut, à Alice, à Alizé, j'en ai plein comme ça en tête qui sont fidèles et très importants. Et tu disais, c'est passé de la littérature blanche à la noire comme ça. Ouais. Tu veux nous dire un petit mot là-dessus? Il y a quelqu'un comme Max, par exemple, qui a fait un peu le même type de trajet, Max Monnoé, et certains vont dans l'autre sens, c'est ça qui est assez amusant. Pourquoi tu es passé comme ça de... Oui, aussi. Solène Bukowski, évidemment, qui fait... Il y a Sandra Martineau, il y en a vraiment beaucoup qui font du chassé-croisé, comme Juillet-Août, on fait du chassé-croisé. Pourquoi tu es passé comme ça de la blanche à cette grande famille du noir où il y a des Kinder Pingui? Alors en fait, si tu veux, la question c'est plutôt l'inverse, c'est pourquoi j'ai commencé en blanche. Parce que moi j'ai toujours été dans le noir, attirée par le noir, j'ai toujours lu ça, et ça a toujours été mon truc. Mais en fait au départ, bon moi j'ai commencé à écrire, même si tu veux, quand j'étais au lycée, j'écrivais des nouvelles qui étaient très dark, etc. Même plus dark que ce que j'écris actuellement. Et le truc, c'est que ça a été une rencontre, un truc un peu au hasard, où j'ai rencontré Baptiste Beaulieu lors d'une dédicace. Moi, j'écrivais, ben voilà, j'ai toujours écrit, mais c'était pas du tout mon métier, c'était voilà. Et j'ai rencontré Baptiste, et parce que j'allais le voir, parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. C'était à la librairie Martin d'Albert à Agen, et donc il m'a parlé du Mazarine Book Day. Tu sais, il était chez Mazarine à l'époque, qui fait partie de Fayard, et il m'a parlé du Mazarine Book Day qui avait lieu peut-être 1 mois et demi ou quelque chose, ouais c'est ça, 1 mois et demi plus tard, et il me dit bah tiens, tu pourrais essayer, ça coûte rien, tu t'inscris. En fait le Mazarine Book Day, pour résumer, c'était une sorte de speed dating littéraire qui était organisé par les éditions Fayard. Donc, il fallait envoyer 3-4 chapitres de notre roman. Après, ben, on était convoqués dans un bar à Paris, et on passait 5 minutes devant un éditeur, un blogueur, etc., où on pitchait notre roman, et après, pendant 5 minutes, il nous posait des questions. Voilà, c'était ça. Et donc, Baptiste me parle de ça, il me dit, bah, écoute, par contre, je pense pas qu'il publie de noir, vraiment, donc, mais si tu as un truc littérature blanche, je tente. Et j'avais commencé en fait un roman qui après a été publié sous le titre Hâte-toi de vivre. Et je me suis dit, alors là, attends, tente-le. Je l'ai écrit, mais en 1 semaine, à fond, j'ai jour et nuit. Et hop, j'ai envoyé. Pour la petite anecdote, c'est qu'en fait, on n'était pas obligé de l'envoyer en entier, donc je l'ai envoyé, il n'était même pas terminé, quoi. Je l'ai envoyé chez Mazarine. J'ai été convoquée, j'ai passé le speed dating, là, et j'ai gagné. Voilà, donc j'ai gagné avec Hâte-toi de vivre, qui n'était pas du tout un roman noir. Et puis bon,
très rapidement, je me suis dit, oh là là, attends, je veux pas être coincée là-dedans. Donc, j'ai écrit Nous étions merveilleuses parce que, j'allais pas en rester à un. Et je me suis dit, tu peux pas en écrire un et passer direct dans le noir. Tout le monde va te perturber. Et chez Fayard, ça risque de coincer, quoi, cette histoire-là. Donc, j'ai écrit Nous étions merveilleuses. Et là, quasiment au moment même où je l'écrivais et qu'il n'était pas encore publié, j'ai prévenu que, pardon, excusez-moi, mais en fait, moi, c'est pas ça, quoi. Je veux pas faire ça. Voilà. Et après, voilà. Est-ce qu'il y a des lieux ou des moments qui sont plus propices pour toi pour écrire? Des lieux, pas forcément, parce que j'écris partout. Tu vois, pour la petite anecdote, Ligne Rouge, il a été quasiment, on va dire, 80% de Ligne Rouge a été écrit dans les gradins d'une salle de basket. Parce que ma fille fait du basket et elle est en train très très souvent, etc. Et j'écrivais beaucoup, je l'accompagne tout le temps, et j'écrivais beaucoup pendant que ma fille est au basket. Donc ça, voilà. Les lieux, pas forcément, mais les moments, il y a forcément un moment préféré. Moi, j'adore écrire le matin. J'adore me lever très très tôt et écrire pendant que tout le monde dort. Ça, c'est... Après, j'écris au long de la journée, mais le moment vraiment qui est top, c'est le matin tôt. Genre, tu te mets le réveil à 5h30, à 6h, t'es sur ton ordi. Ça, c'est génial. Surtout l'été. Hein. L'été, c'est fabuleux. Voilà, j'adore. Ah, je vois Fred, il n'est pas d'accord. Si, avec beaucoup de café, il y a moyen, quoi. Mais il y a moyen. C'est un très beau sport, ceci dit, le basket, nous dit Kiko. C'est marrant de pouvoir écrire partout comme ça. C'est pas donné à tout le monde. Oui, mais moi, j'adore. Donc, les lieux bruyants, ça te pose aucun problème. Tu arrives à te mettre dans ta bulle. Non, au contraire, en fait, j'ai du mal à écrire dans le silence. Il faut qu'il y ait une vie autour, ou alors sinon j'ai toujours la musique dans les oreilles. J'ai toujours mes écouteurs ou mes AirPods et la musique dans les oreilles. Sinon, le silence, j'arrive pas à écrire. Je sais pas, j'arrive pas à écrire dans le silence. Et qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu écris justement? Des choses calmes ou des trucs un peu qui bougent? Alors, en fait, chaque roman a plutôt sa playlist, tu vois. Et quand j'écrivais Ligne Rouge, j'écoutais beaucoup de reggae. Beaucoup. Du rap et du reggae. Vachement pour Ligne Rouge. Pourquoi? Voilà, je sais pas. Mais c'est très rarement français parce que sinon j'aurais tendance à écrire ce que j'entends. Donc du coup, voilà. Mais ouais, je trouve que chaque roman a sa playlist. Et Ligne Rouge, j'écoutais, je pense que j'écoutais beaucoup de rap et de reggae pendant que j'écrivais Ligne Rouge. Ouais. Quand tu arrives en phase justement de couverture, est-ce que tu as la possibilité, toi justement qui dessine, tu avais déjà des idées en tête? Explique-nous un petit peu comment ça se passe. Oui, alors, complètement. En fait, moi j'ai la chance que depuis toujours, ça a toujours été très ouvert. Bon, on va parler pour Récamier, par exemple, puisqu'on en est là. Il y a une équipe de graphistes qui sont super et qui nous font déjà la charte graphique de Récamier, tu vois, que ce soit pour moi ou Karine ou Anouk, voilà, c'est toujours ou Franck Mancuso, c'est toujours la même chose. Et tu as toujours les deux images comme ça avec le bandeau au milieu. Et moi, je trouve que ça donne une identité visuelle qui est, on nous reconnaît tout de suite à la famille Récamier, on sait tout de suite qui on est. Et moi, je voulais absolument quelque chose qui soit très Hitchcockien. Et je voulais, à la base, j'aurais adoré mettre des tableaux de Hopper, mais c'était pas possible. Tant pis. mais du coup, tu vois, on a réussi à trouver des choses qui sont très dans ce style-là. Je voulais donner, tu vois, moi j'adore, je suis très très fan de Fenêtres sur cour ou Psychose. Je voulais tout à fait avoir cet univers-là.
Et c'est vrai que quand les graphistes nous ont proposé à la fois pour 19 River Street ou pour Ligne Rouge ces 2 couves, ben moi j'ai dit ben on est pile dedans quoi. C'est exactement ça. Oui, j'aurais pas mieux fait quoi. Exactement ce que je voulais. Il n'y a pas très longtemps, sur les réseaux sociaux, tu as posté un dessin. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'était en lien avec un nouveau roman en cours? J'en ai posté plusieurs. C'était une jeune femme, ouais. Oui, absolument. En fait, mais bon, le temps qu'ils sortent, ce sera oublié, tu vois. Mais j'ai posté à 15 jours d'intervalle 2 dessins d'une femme. Et absolument, ce sera c'est l'héroïne de mon futur roman. Ouais. Mais ils seront à l'intérieur du roman. Qu'est-ce que ça te procure justement de les matérialiser, de matérialiser ton personnage comme ça sur papier? Pour toi, dans ta phase d'écriture, ça t'apporte quelque chose? Ben oui, ça permet tu sais pas, tu vois, de les rendre plus vivants. C'est comme et puis d'avoir, tu sais, un souvenir un peu, parce qu'une fois que nos livres, quand on a fini, ils s'en vont, ils sont plus à nous, etc. Ça permet, oui, de les matérialiser. C'est comme quand tu prends un de tes proches en photo, tu vois. Et ouais, j'aime bien. Ça leur donne vie autrement que par écrit. Ouais. Mais après, de mémoire, c'est la... attends, j'essaie de réfléchir. Ouais, c'est la première fois que je le fais. Enfin, j'ai toujours dessiné mes personnages pour chaque roman, mais je ne les ai jamais mis à l'intérieur des romans. J'ai toujours mis d'autres illustrations, mais jamais parce que, en fait, je veux que je les décris, mais vite fait. J'aime bien que le lecteur il puisse se faire sa propre... tu vois, s'imaginer son propre personnage comme il veut. Et là, en fait, celle-ci, donc je peux pas trop en parler parce que j'ai pas terminé, parce que c'est très loin de 2026, mais celle-ci, elle est tellement identifiée, identifiable que je vais lui donner corps et vie de manière visuelle dans le roman. Voilà. Alors, depuis fin 2024, pour toi, il y a beaucoup de moments forts, parce que 19 River Street, qui a reçu le prix découverte de l'Iris Noir. Là, il y a la sortie de Ligne Rouge, donc depuis le 30 janvier. Et puis, le 12 juin prochain, River Street va vivre sa seconde vie en poche, chez Pocket. Ouais, exactement. Comment tu te sens avec tout ça? Comment tu vis tout ça? Ce prix alors, le prix, je t'avoue que j'ai failli en faire une syncope. T'étais là, Fred? C'était mémorable. C'était mémorable. Ah ouais, j'avoue que, en fait, si tu veux, je suis arrivée les mains dans les poches. Pour moi, c'était pas pour moi. C'était improbable. Donc, j'étais totalement sereine et mais vraiment, tu vois, souvent tu as des gens qui disent ça, mais c'est fake en fait. Ils se disent ouais, mais peut-être que, ou alors ils ont envie que. Mais moi, pas du tout. Enfin, il y avait des gens en face de moi. En fait, je m'étais persuadée que de toute façon, c'était Nicolas Druer qui gagnait. Dans ma tête, c'était acquis, c'est Nicolas Druer qui gagne. Pourquoi lui, je sais pas. Mais pour moi, c'était lui, tu vois. Donc, tranquille. Et je lui ai dit tout l'après-midi, ou alors t'es chaud et tout. Et lui me dit, mais non, mais j'en sais rien, tu vois. Et je ne l'ai pas vu venir du tout, du tout. Et c'était la première fois, enfin, j'avais gagné le Mazarine Book Day, mais c'était pas pareil. Et c'était vraiment le premier prix pour l'art. Et en plus de le gagner, tu vois, à l'étranger, j'étais pas chez moi, j'étais en Belgique, je comprenais pas tout ce qu'il disait. Et du coup, c'était... il rigole. Et ouais, ils appellent les bureaux de tabac, ils appellent ça une librairie. C'est vrai ou pas? Alors, on vend des livres, donc c'est une librairie. En fait, on simplifie les trucs, mais voilà. Ouais, enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Parce que c'est pas un bureau non plus, tu vois. Un bureau, c'est... Oh là là, vaste débat. Salut Florian, tu arrives au bon moment. Florian Alain qui est parmi nous. Mais on est en plein débat sur les bureaux de tabac. Sachez-le, c'est improbable. Mais c'est très chouette. Et du coup, c'est vrai que
Juste avant, tu vois, il y avait une sorte de cafouillage en plus. Je sais pas si tu te souviens, Fred, c'était ouf cette cérémonie-là. En fait, ils devaient révéler mon prix. Non, attends, comment ça s'est passé? Non, ils commençaient par le Grand Prix. Ça s'est passé comme ça. Tu vois, moi, mon cerveau, il a bugué, en fait. Il y a les filles qui ne se touchent plus après. Et du coup, il devait commencer par le Grand Prix. Et puis, il y a eu une sorte de cafouillage où finalement, ça a révélé que c'était Claire Favant de suite et tu n'as même pas eu les nommés, je sais pas quoi. Enfin, c'était le gros bazar. Et du coup, moi, j'étais totalement en détente, morte de rire parce qu'ils avaient un bug technique. Et quand ils annonçaient les trucs, moi, j'étais vraiment là en train d'applaudir tout le monde. Bravo, c'est super. J'attendais Druard. Comme ça, je lui tapais, il était à côté de moi, je lui tapais dans l'épaule et tout. Ah, tu vois, là, tiens, clin d'œil, quoi. Et quand, en fait, ils ont révélé, si tu veux, tu avais l'écran noir et ça faisait comme des feux d'artifice, ils révélaient la couve. Et au départ, ils te révèlent donc le bandeau, prix découverte Iris Noir. Et tu vois, tu l'as 19 heures, mais c'est comme... et là, je vois, ça remonte et je vois Rollier. Et j'ai eu un moment où j'ai dit, mais... Ben pourquoi? Et comme ils avaient eu un bug technique avec Claire Favant, je me suis dit, ils se sont trompés. Tu vois? Je me suis dit, c'est ben non. Ils se sont trompés parce que moi, Druard, pas Rollier, non. Et j'étais là. Et puis à côté de moi, donc j'étais assise entre Nicolas Druard et Franck Leduc. Et les deux, ils me disaient, ben vas-y. Mais je dis, vas-y quoi, vas-y, toi, vas-y. Et je dis, mais non. Et en fait, je vois Marco, Salvatore et tout ça. Même, il y avait Michel Bussy qui était sur scène et tout ça. Ils me regardent tous. Et bon, mais je me suis levée et puis j'ai dit, en fait, oui, c'est moi. Mais c'était ouf, quoi. Je parlais, j'avais le micro, j'étais comme ça. Il n'y avait pas de discours caché dans ta manche, hein, je confirme. Et en fait, je t'avoue, j'ai la même image que Nat. Donc vous imaginez une salle comme un théâtre, un cinéma, avec un écran géant derrière, où il y a quelque chose en train d'apparaître à l'écran, et Salvatore Mini qui saute devant pour essayer de cacher, alors que il peut pas. Et donc il était en train de faire il peut pas, mais c'était tellement désespérant et drôle. On avait tous des larmes aux yeux, et en même temps, c'était beau parce que c'était ce prix pour toi. On notera au passage que, je peux pas du tout te faire confiance sur des pronostics, donc ça c'est noté, et que la nouvelle présidente du fan club de Nicolas Druard, c'est toi, ok. C'est moi. Mais il sera ravi, il est déjà venu, il reviendra. Mais donc, ouais, c'était un moment complètement fou, et on voyait que tu t'y attendais pas, il n'y avait pas de calcul. Il y avait Karine Giebel, il y avait Michel Bussy qui t'attendaient sur scène, et tu nous as fait un non, vous êtes sûr. Oui. Et le truc, c'est que en plus, pour moi, c'était lunaire. Hein, parce que si tu veux, sur scène, t'avais des gens que moi, il y a 10 ans de ça, je lisais, donc j'étais ultra fan. Il y avait Karine Giebel, il y avait Michel Bussy, Claire Favant. Et moi, je me trouve, à devoir aller sur scène avec eux pour qu'ils me donnent un prix. Mais je me disais, mais attends, on est dans un multiverse là, et c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et j'avais rien préparé. Je suis arrivée, mais en me disant, et sur le coup, sur scène, je dis, mais je vais leur dire quoi? Attends, on rembobine, vous me mettez au courant, j'ai le temps de réfléchir, de me calmer, et après j'y vais. Et bon, après, voilà, du coup, c'était hyper spontané pour le coup. Mais du coup, ça fait une cérémonie qui était assez très, très drôle. Et pour moi, bouleversante. J'ai terminé quand tout le monde s'est éteint, etc. Je vois Eye Contact, Max Girardot, avec lequel je suis très amie. J'ai fondu en larmes dans ses bras, mais je crois que je lui ai pleuré. Je me suis mouchée dans son pull pendant 10 minutes. Un très 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 beau moment, et c'est vrai, mais j'avais ça en tête, mais je n'ai pas vérifié depuis. Nat nous dit, mais en plus Nicolas Druard, il était dans le Grand Prix, tu vois, pas dans le prix découverte, donc il aurait pas pu te le prendre, ce prix de la découverte. Mais je me souviens plus qui était où, mais à mon avis Nat, c'est ça par cœur. C'était un chouette moment en tout cas. Mais après, attention, parce que je sais pas si c'est mon côté de toujours rester sur la réserve et tout ça, et après je me dis, tu vois, ça met la barre haut encore, j'ai intérêt d'assurer derrière, et puis oui, forcément ça fait plaisir, ça veut dire que
j'ai réussi à embrouiller tout le monde comme je voulais, parce que c'était vraiment le but. Céline rigole, je t'ai embrouillée. Ah ben, je confirme. T'es machiavélique, surtout. Parce que toi, c'est jusqu'au dernier mot de la dernière phrase du livre, quand même. Oui. Alors, écoute, ça a été tout le long de l'écriture Ligne Rouge. Je me suis dit, parce que je l'avais déjà fait pour 19 River Street, mais pas autant. Et là, je me suis dit, je vais révéler vraiment le twist final dans la dernière phrase. Après, ça sera point final. On arrête. Et c'était chaud à faire. Et à la fois, après, je me suis dit, attends, est-ce que tu as bien fait? Parce que, tu vois, il y a des gens, tu peux feuilleter, hop, tu tombes sur ça. Et puis, je me suis dit, bon, bah, écoute, tant pis, ils avaient qu'à commencer par le début. Je repensais à l'interview avec Johanna Gustafsson, qui nous disait je me retiens plus, je me lâche, je me fais plaisir. Toi, tu expliquais que tu écrivais des choses peut-être encore plus dark avant. Est-ce que tu te retiens encore, malgré toutes les bonnes nouvelles, tout le succès que tu as maintenant? Est-ce que tu te retiens encore? De moins en moins. C'est-à-dire que autant pour 19 River Street, je faisais attention, que ce soit quand même un thriller psychologique mais assez tout public, etc. Pour Ligne Rouge, je suis partie un peu plus dark dans le... pas dans l'hémoglobine, etc., mais plutôt dans le thème. C'est-à-dire que voilà, dans Ligne Rouge, il faut avoir... les sujets abordés, ils sont très très sombres et très très noirs. Et de plus en plus, en fait, dans celui que je suis en train d'écrire, ouais. Ça sera, ouais, je pars un petit peu plus... en fait, j'arrive de la blanche, donc c'est vrai que quand j'ai commencé à basculer, et puis Nous étions merveilleuses avait plutôt bien fonctionné, et je me suis dit, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait là? Donc j'y suis allée peut-être un peu de manière homéopathique, mais ouais, ça promet pour la suite, j'ai l'impression. Ouais. Ça promet. Je m'enfonce dans les ténèbres un peu, ouais. Annonce du lourd. Ouais.